face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leur vulnérabilité en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations, et les rencontres qui, un jour, se sont transformées en opportunités. Je suis Philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du Parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Ludovic qui a accepté de venir nous raconter son parcours et son cheminement intérieur. Ludovic a commencé dans l'industrie pharmaceutique sans réelle envie ou passion. Il a saisi les opportunités du moment. Très vite, un mal-être et une frustration se sont emparés de lui. Il a décidé de prendre le chemin de la découverte de soi en faisant le tour du monde et en essayant différents jobs à la recherche de sa juste place. Ludovic est aujourd'hui entrepreneur, il nous raconte. Bonjour Ludovic, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Philippine, avec grand plaisir. Je te propose de commencer par nous raconter ton parcours professionnel, ton histoire, ce que tu as envie de nous partager. Alors, mon parcours professionnel, j'ai commencé par les études dans le marketing international, mais rapidement, en fait, je suis pas resté très longtemps dans les études parce que j'ai été piqué par le virus du voyage. Donc, je suis parti suite à un BTS en commerce international. J'ai fait un premier stage aux États-Unis et après, j'ai décidé de faire une césure dans mes études, partir un an à Londres pour apprendre l'anglais et commencer à partir en aventure. Après, je suis rentré pour finaliser mes études. J'étais parti pour faire un master en marketing international. Finalement, j'ai fait qu'1 an, j'ai fait une licence parce que c'était terminé. Je voulais partir à l'aventure. Donc après, je suis parti en Australie pendant 2 ans. J'ai travaillé un petit peu dans la vente, mais également dans le domaine agricole. Et puis après, je suis rentré en France où là, je me suis dit que c'était bien quand même de lancer un peu ma carrière en lien avec mes études pour vraiment tester si c'était fait pour moi le marketing. Donc du coup, je suis allé travailler dans les études de marché pharmaceutique à l'international pendant 6 ans. Sauf qu'au bout de 6 ans, même au bout de 3-4 ans, il y a pas mal de choses qui se passaient dans ma tête. J'étais pas forcément encore épanoui dans ce que je faisais, j'avais encore besoin d'aventure. Donc j'ai décidé d'aller faire un tour du monde d'1 an en allant à travers les communautés d'Amérique du Sud et d'Asie notamment, pour découvrir d'autres manières de vivre et participer à des projets en tant que bénévole et essayer de me découvrir encore mieux du coup pour savoir qu'est-ce qui correspondrait mieux pour ma voie professionnelle également. J'avais 30 ans à ce moment-là, donc aujourd'hui là j'ai 35 ans et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entreprendre plus de choses pour aller vers mon parcours, aller trouver ma mission, on va dire. Et j'ai commencé par un changement de travail dans une autre structure qui me permettait d'être un peu plus libre parce que j'étais à 100% télétravail. Ça n'a pas fonctionné puisque je me suis rendu compte que télétravail à 100% sans lien social, c'était pas forcément fait pour moi. Après, je suis revenu à des fonctions plus commerciales à l'international. Donc c'était cool dans le fait que je bougeais, mais ça se passait pas exactement comme je voulais. C'était plutôt on vendait des citernes de stockage souple, donc ça me plaisait pas forcément. Le produit ne me plaisait pas énormément, quoi. Donc il y avait toujours un truc qui me bloquait. Et après, tout simplement, j'ai rencontré l'organisme Chance pour essayer de m'aider dans la bonne voie professionnelle. Et ça m'a aidé à définir un peu certains critères, notamment que j'avais besoin de travailler dans l'impact social et environnemental, plus en lien avec ma passion, tout ce qui était côté environnemental, mais également le tourisme. Donc j'ai commencé par faire une phase d'intrapreneuriat en allant travailler 2 ans dans une start-up à impact environnemental, apprendre et puis grimper au fur et à mesure dans l'entreprise. Et plus récemment, du coup, je viens de lancer ma start-up dans le domaine du tourisme durable et culturel, donc impact social et environnemental, pour suivre un peu le cheminement du parcours et ma mission de vie. Tu peux nous en dire plus sur ta start-up que tu as créée ? Alors, ça s'appelle Eco Voyage, donc c'est ECHO Voyage,
Et le principe, c'est de proposer des expériences immersives pour découvrir les cultures et savoir-faire du monde en France. Donc ça se fait avec des experts d'origine étrangère qui vivent en France et qui ont à cœur de partager leur culture. Donc c'est des expériences qui durent de quelques heures jusqu'à plusieurs jours. Et en fait, on co-crée des expériences tout simplement avec les experts pour permettre aux particuliers, aux professionnels de vivre vraiment des moments de vie assez uniques et découvrir quelque chose de nouveau, mais sans avoir à traverser le globe. Donc, c'est par exemple apprendre les secrets de la méditation avec un moine tibétain, découvrir les secrets de fabrication de la street food mexicaine avec une chef de Jalisco, apprendre le tango argentin ou même créer son épée traditionnelle avec un Touareg du Mali, par exemple. Et comment cette idée t'est venue? Vous est venue, vous est venue à plusieurs. Je ne sais pas si tu as un associé, une associée aujourd'hui. Non, j'ai pas à l'heure actuelle, j'ai pas d'associé. D'ailleurs, je viens d'entamer les recherches depuis le début de l'année parce que je suis pas du tout fermé à l'idée d'intégrer quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de choses à faire. Et l'idée m'est venue tout simplement suite à mon tour du monde. Un an après, on a eu la pandémie, donc 1 ou 2 ans après. Et j'avais j'étais déjà en train de réfléchir à changer un petit peu mes moyens de voyager et de permettre à plus de gens qui n'ont pas forcément les moyens, ceux qui veulent diminuer leur consommation de voyage, comme notamment les personnes qui ne veulent plus prendre l'avion, de pouvoir leur permettre de vivre des expériences quand même dépaysantes en France. Et j'ai lancé un blog dans un premier temps pendant la pandémie. J'avais un petit peu l'idée, mais c'était plutôt sur des expériences, des aventures dépaysantes en France. Et après, en interrogeant tout simplement les personnes qui suivent mon blog, j'ai compris qu'en effet, il y avait un vrai manque concernant les expériences culturelles, multiculturelles en France, et qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par ça, mais trop peu d'offres disponibles sur le marché. Donc après, tout simplement, il fallait juste analyser le marché et puis se lancer. Félicitations. Et là, tu viens quand même de nous résumer finalement de très nombreuses années en quelques minutes. Et si on revient un peu en arrière, tu as l'air quand même aujourd'hui extrêmement aligné par rapport à ce que tu disais sur ton besoin d'impact, mais aussi la variante métier très, multicasquette, où tu fais plein de choses en tant que créateur d'entreprise, etc., avec tout ce que tu as testé par le passé. Avant ça, comment est-ce que tu t'es retrouvé, du coup, pendant 6 ans dans une industrie pharmaceutique qui te correspondait pas? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est suite à des injonctions ou comment est-ce qu'on se perd en chemin comme ça un peu Non, j'étais jeune, du coup, je suis revenu tout simplement d'Australie, j'avais 23-24 ans, et j'avais pas d'argent à ce moment-là. Je revenais, il n'y a pas de pôle emploi quand on rentre de l'étranger, qu'on a travaillé. Donc tout simplement, il fallait que j'ai un point de chute. Moi, je suis originaire de Limoges, mais pour travailler dans le marketing, Limoges, c'est un peu compliqué. Donc il fallait trouver une des 3 grandes villes en France. Mon choix s'est dirigé vers Lyon, du coup, et c'était dans les 3-4 premiers mois des recherches, j'ai eu cette opportunité-là. Moi, je voulais un lien avec l'international, une première expérience qui se rapproche du marketing, et une équipe assez jeune. Et c'était justement ce que proposait l'entreprise. Donc, en tant que jeune étudiant qui découvre le marché, en fait, on découvre tout simplement l'expérience. Après, on y reste dedans tout simplement parce qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut, ce qu'on est capable de faire quand on est jeune, qu'on sort des études. Et au bout de 3 ans, il y avait déjà l'idée de faire un tour du monde. Donc je m'étais dit, par là, je vais réaliser un rêve, et par la même occasion, je vais pouvoir peut-être un peu sortir de ce cadre, voir un petit peu avec un point de vue un peu plus extérieur, qu'est-ce qui va me correspondre bien pour la suite. Donc c'est au bout de 5 ans d'expérience que je suis parti en tour du monde. J'ai mis 1 an et demi, 2 ans à économiser pour le projet. Ça a été autofinancé par moi-même. J'ai eu un deuxième travail à côté même pour y arriver. Et c'est que vraiment quand on sort un peu de ce cadre-là, quand on se retrouve un peu libéré du quotidien, qu'on se rend compte qu'on n'est pas à la bonne place. Et quand on revient surtout, quand on revient où c'est difficile de reprendre la routine, on va dire un peu métro, boulot, dodo, alors qu'on a vécu des choses un peu extraordinaires les mois passés. Donc c'est à ce moment-là où on enclenche vraiment le processus de se dire, ah, mais c'est peut-être le moment de partir, c'est peut-être le moment de changer quelque chose. Mais c'est vrai que sans avoir fait cette démarche-là de partir 1 an, peut-être que j'en vois beaucoup qui sont dans le métier depuis très très longtemps, mais qui n'ont pas changé et qui sont malheureux pourtant. Enfin, je les vois pas heureux dans ce qu'ils font. Mais c'est vrai que si on fait peut-être pas une cassure dans la vie ou
ou si on n'a pas forcément la chance de connaître chance pour nous aider, c'est moins évident, on va dire. Ouais. Et après, ça demande quand même une certaine préparation financière, de temps, et tu t'es donné les moyens finalement de faire. T'as utilisé le terme de cassure. Pour toi, ça a été le voyage, mais peut-être que pour d'autres, ça peut être une autre façon aussi de faire une introspection, que ce soit un voyage, de prendre du recul, se faire accompagner. J'aimerais bien revenir sur ce que tu disais justement, que au retour, tu apprends des choses sur place, et puis au retour, tu as parlé du retour. Donc finalement, ce que tu nous dis, c'est que pour toi, cette année sabbatique, ça n'a pas été juste une façon de déplacer le problème et de revenir finalement, entre le reprenant encore plus en pleine figure. Au contraire, ça a vraiment été instructif. Ouais, voilà, c'était en gros la première brique en fait du projet de réorientation, parce que ça a été le déclic en fait, plus ou moins, pour dire ouais, là ça me correspond pas, j'ai vécu une année extraordinaire, je ne vois pas vivre le reste de mes jours à aller dans un bureau 5 jours sur 7. J'étais chef de projet en plus à l'époque, donc c'était pas du tout les mêmes responsabilités, les mêmes types de travail que je fais aujourd'hui, où je suis beaucoup plus dans l'action. J'étais plus dans la gestion avant. Et ça manquait, ça manquait de quelque chose. Ça manquait d'un côté aventure. Donc c'est là où je me suis dit, il faut aller rechercher quelque chose un peu plus aventureux. Donc voilà. Mais la première étape, on réalise. La deuxième étape, c'est on va essayer de chercher sur les annonces, les sites, pour un nouveau travail. Et on essaie de voir les critères qui correspondent. Oui, on va dire que tu as initié une démarche d'introspection où tu as appris que tu avais besoin de plus d'aventure, d'être plus dans l'action, peut-être un peu moins dans la routine, avant d'aller encore plus loin avec l'accompagnement chance, où là, tu as poursuivi, on va dire, cette recherche de connaissances de tes critères, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai vraiment fait la démarche d'introspection. Pour moi, la chance, c'est que ça a été pendant le voyage. C'était un élément déclencheur. Tout le monde ne peut pas forcément y avoir accès. Il y en a beaucoup de gens qui, pendant la pandémie, d'ailleurs, ont eu cette phase d'introspection. Ils ont réalisé qu'ils voulaient changer d'orientation aussi. C'est vraiment dans une cassure, un peu dans une vie où on se rend compte il y a besoin de changer quelque chose aussi. Et après, oui, c'est d'avoir essayé un petit peu par moi-même, en changeant une fois, une deuxième fois dans le travail, où là, la deuxième brique s'enchaînait pas sur la troisième brique, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le programme Chance, du coup, et qui là m'a permis d'enclencher les autres briques qui s'enchaînaient, mais beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Oui, parce que c'est ce que j'allais te demander. Ce que tu as déjà beaucoup essayé, tu as changé de métier, tu as changé de pays, tu as essayé différentes modalités avec du 100% télétravail, etc. Et même après toutes ces expériences, ces tests, tu as ressenti le besoin d'un accompagnement structurant avec une méthode. Qu'est-ce qui s'est passé là à ce moment-là? Oui, parce que du coup, je change de travail pour au retour. 3-4 mois après, je change de travail, je passe en télétravail, mais je me rends compte que télétravail 100%, alors j'avais aucun collègue à côté avec moi à Lyon, c'est pas fait pour moi. Ou en tout cas, pas dans ce cadre-là, pas dans le cadre de gestion de projet où ça manque d'action, où je m'ennuie. Donc je rechange pour revenir dans la fonction commerciale export. Mais là, ce qui m'ennuie, c'est le produit, quoi. Il n'y a pas les valeurs de l'entreprise, le produit ne me motive pas. Donc je le fais en tant que commercial. De toute façon, on apprend à vendre beaucoup de choses, même si on n'y croit pas forcément. Mais je suis à contre-courant. Et je commence à vieillir, à plus de 30 ans, c'est fini de vendre des stylos comme dans Wall Street, des produits qu'on connaît, en lesquels on ne croit pas. Donc maintenant, on a envie de vendre quelque chose dans lequel on croit. Et à ce moment-là, oui, je me dis, ok, je me rapproche du métier, mais il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc on commence à douter, est-ce que je suis fait pour être chef de projet? Est-ce que je suis fait pour être commercial? Est-ce que je suis fait pour être autre chose, ou plusieurs choses en même temps? Et ouais, suite à cette dernière expérience, je me suis dit, c'est pas la peine de retenter une troisième fois. Il y a un programme qui dure 2 mois. Je passe par cette case-là. Au moins, après, je suis fixé. Et préparer, en fait, finalement, la prochaine étape, plutôt qu'y aller juste en test and learn, sérendipité, on essaie. Ouais, voilà, pas faire du test and learn tous les ans pendant 5 ans. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Tu disais que dans ton voyage, tu as appris beaucoup de choses, il y avait ce côté aventure.
tu aurais une anecdote concrète à nous partager où tu t'es dit waouh, ça j'ai adoré faire ça et j'aimerais bien l'intégrer dans mon quotidien? En fait, tout simplement, ça représente je représente un peu mon quotidien maintenant depuis quelques mois. C'est-à-dire je sais pas de quoi il fait demain, quoi. Dans un mois, quand j'étais en voyage, un mois après, je pouvais être au fin fond de l'Amazonie en Bolivie, et un mois après, je savais pas encore où j'irais, quoi. Je sais pas si je serais au Pérou, je sais pas si je serais en Colombie. On suit son instinct, on suit un chemin, on suit une route, et des fois on peut passer à droite, des fois on peut passer à gauche, mais on suit la route en fait qui nous plaît et qui nous motive, et qui nous convient, quoi, dans laquelle on se sent bien. Et aujourd'hui c'est un peu mon quotidien. S'il y a des routes, c'est un peu différent parce que aujourd'hui ça me permet d'en vivre, ce que je fais de l'entrepreneuriat. Donc des fois on prend des routes, elles sont pas forcément plaisantes, on fait pas toujours ce qu'on aime, mais il faut y aller. Mais c'est un peu ça, c'est de l'aventure de un mois après l'autre, on sait pas où ça mènera. On sait pas où on sera, on a une fiche de route, on a des objectifs, comme dans mon tour du monde, j'avais des pays que je voulais faire. Mais on sait pas si on y arrivera, on sait pas si on fera ça exactement, si on fera autre chose et ça sera encore mieux. C'est un peu ce côté aller dans l'inconnu que je retrouve aujourd'hui et qui me plaît particulièrement. Ne pas savoir de quoi demain est fait. Et qu'est-ce que tu as appris d'autre sur toi, que ce soit via ce voyage ou le parcours chance, sur, je sais pas, ce qui est important pour toi, mais peut-être des valeurs, des moteurs, des besoins en termes d'environnement ou de style de travail? Oui, c'est le tour du monde et puis le parcours chance m'ont permis de comprendre, mettre clairement le doigt en fait sur les valeurs de... Je savais déjà au fond de moi les valeurs que j'avais, mais vraiment dans lesquelles je veux travailler et dans lesquelles je peux m'épanouir, parce que le travail c'est quand même énormément de temps dans notre vie, donc c'est quand même très important. Et par le voyage j'ai découvert le côté social, parce que j'ai beaucoup travaillé en tant que bénévole à travers les communautés locales, et l'entraide, à quel point je m'épanouissais dans le domaine de l'entraide et à aider des petites structures, des personnes qui vivent avec pas grand chose mais qui sont heureux, à se développer. Et puis le côté environnemental, où j'ai vu beaucoup de dégâts, notamment Koh-Phi-Phi en Thaïlande ou les sargasses au Mexique, qui sont liés c'est les problèmes des algues qui arrivent sur la côte des Caraïbes, qui sont liés à des problèmes environnementaux. L'île de Koh-Phi-Phi qui a fermé, c'était l'île du film La Plage en Thaïlande. Des dégâts assez catastrophiques de l'humain sur... c'est lié au tourisme, c'est ça? Lié au tourisme, ouais. Donc je me suis rendu compte un petit peu de ce qu'on était en train de faire avec la planète, et je me suis mis de plus en plus à regarder tout ce qui concernait le développement durable, et vraiment le réchauffement climatique, tout ce qui se passait au niveau de ça. Et c'est là que je me suis dit, oui, le tourisme, je suis passionné, j'ai beaucoup visité de pays, mais ça n'a plus vraiment le sens d'aller pousser les gens à découvrir d'autres pays sans le faire de manière propre. Et donc j'ai même fait une formation dans le tourisme durable à ce sujet, en revenant de tour du monde, pour découvrir que le meilleur moyen de protéger la planète, c'était de réduire ses émissions de CO2. Donc c'est pour ça que je me sentais pas d'attaque d'aller proposer moi une entreprise qui allait faire voyager les gens sans avoir un programme complet de réduction d'émissions de CO2. Donc et quand j'ai fait le parcours chance, ça m'a permis en fait de ressortir ces éléments-là, ces valeurs profondes en moi que je voulais avoir dans les entreprises pour lesquelles je vais travailler. Donc ce qui était entreprise qui n'avait pas forcément un gros impact RSE ne rentrait pas vraiment dans les critères, quoi, on va dire. Ça t'a permis de concilier à la fois ton amour du voyage et cette conscience finalement qui émergeait liée au climat et aux valeurs que tu voulais défendre, et peut-être qui est un petit peu moins, on va dire, évident quand on pense aujourd'hui au voyage ou au tourisme. On pense pas forcément conscience écologique, alors que là, tu as réussi à concilier les deux. Ouais, c'est assez difficile de concilier écologie et voyage. Certains acteurs du tourisme arrivent à le faire plutôt bien. Il y a des nouveaux acteurs, notamment une startup Explora Project dans le tourisme d'aventure qui le fait plutôt bien. Un beau programme. Ils font quoi? Je connais pas. C'est du tourisme d'aventure. Ils proposent des voyages en cours proches. En fait, de la France, ils limitent la prise de l'avion. D'accord. Pour les vivre des séjours, du coup, plutôt en France ou en Europe, pour aller jusqu'au Maroc. Mais ils limitent la prise de l'avion au maximum, et
ils ont un vrai impact écologique et social, une vraie politique assez forte. Mais c'est vrai que c'est pas évident dans le tourisme de faire quelque chose d'assez concret. Il faut souvent des moyens financiers assez gros pour avoir une vraie politique derrière écologique. Donc ça peut se faire, mais c'est pas facile à faire. Il y a autre chose qui a peut-être pas été facile, bien sûr, dément-moi si je me trompe, mais comment on passe du salariat à l'entrepreneuriat? Ça t'a pas fait peur de sauter le pas? Ah si, bien sûr que ça fait peur. Après, on n'y passe pas comme ça du jour au lendemain. C'est vrai que quand on fait le descriptif en quelques mots, en quelques phrases, ça peut paraître comme ça, mais non, c'est d'abord on a l'idée, d'abord on a un blog, ensuite on fait une analyse de marché avec une structure. Moi j'ai travaillé avec Make Sense, qui est une très bonne structure pour qui aide les projets impact social et environnemental. Une longue analyse de marché de 6 mois, on teste les premières expériences. Enfin, moi, vu que je propose des expériences, on teste les produits, les offres. Et après, c'est quand on commence à avoir des signaux qui sont positifs et qui sont bons, qu'on se dit là, il faut y aller. Parce que si on n'y va pas, peut-être que le prochain créneau, ça sera dans quelques années. Parce qu'après, si on s'installe dans une entreprise, moi, comme beaucoup, je pense, on peut y trouver du confort. Et moi, le confort, c'est pas forcément je sais ce qui va me rendre heureux sur le long terme, moyen long terme. Même si j'avais un très bon salaire et que j'aurais pu atteindre des très, très bons hauts niveaux de salaire dans les prochaines années, c'est pas l'argent qui va me rendre heureux. Donc, je peux tout à fait vivre également de mon entreprise. Après, une fois qu'on est bien accompagné, faut juste pas le faire tout seul non plus. Je suis pas d'associé, mais je suis accompagné par les structures. Il y a des programmes d'accompagnement pour les entrepreneurs également, qui nous permettent vraiment de cadrer les choses. Après, c'est une prise de risque, c'est sûr. Mais sans risque, il n'y a pas vraiment d'adrénaline, et sans adrénaline, il n'y a pas vraiment de vie pour nous. Donc ça représente encore une fois l'aventure. Mais oui, c'est sûr que c'est pas évident, bien entendu, ça fait peur, ça serait mentir de me dire que ça fait pas peur. Est-ce que tu as dû faire des changements dans ton quotidien? J'aime pas le mot sacrifice, parce que finalement, si tu le fais, c'est parce que, comme tu dis, tu savais que c'était vers là que se cachait potentiellement ton bonheur, mais des réajustements de ton quotidien par rapport à cette prise de risque financière? Ah oui, c'est clair. Bah, déjà, c'est pareil. Donc, moi, je suis en fonds propres, donc c'est des économies, 2 ans d'économie. On met quasiment tout dedans. Aujourd'hui, tout y passe, quoi, au niveau financier. Donc c'est sûr qu'il faut prendre en compte qu'il faut non seulement c'est pas se lancer, mais c'est faire des économies. C'est souvent des dizaines de milliers d'euros, voire 20 000, 30 000. Ça va dépendre des projets. Même des fois, quand il y a de la recherche et développement, ça va à des sommes assez folles. Donc faut faire ce sacrifice-là de mettre cet argent-là. Donc ça veut dire réduire ses dépenses à côté, bien être organisé pour que ça passe avec les factures avec l'argent qu'on reçoit et les factures qu'on a à payer. Et après, c'est en termes de temps, mais ça, vu que je commençais déjà à travailler sur le projet pendant 1 an avec mon ancien travail, on va dire que j'avais l'habitude d'être très occupé, hein, donc on voit un petit peu moins ses amis, on fait un peu moins les soirées à boire un dernier verre jusqu'à tard le soir. On change un peu son hygiène de vie, parce que aujourd'hui, s'il m'arrive quelque chose, tout simplement, il n'y a plus personne qui peut gérer l'entreprise. Donc il faut bien-être mental, bien-être physique. Donc on change son alimentation, on fait beaucoup plus gaffe à son alimentation, le sport, le bien-être. Il y a beaucoup de choses qui changent. Je passe plus de temps à lire, à m'informer. C'est un peu un quotidien vraiment qui change. Voilà, je passe moins de temps sur mon téléphone à consommer des vidéos et des petites conneries, on va dire. C'est plus à prendre le temps de créer du contenu. C'est pas mal de changements. Mais après, moi, c'est des changements que je fais déjà depuis 1 ou 2 ans et qui me plaisent. Donc c'est aussi pour ça que je suis convaincu que c'est ma manière d'agir. Si je ne le fais pas, quand je le faisais pas, j'avais un peu une frustration au fond de moi. Et cette frustration, je l'ai plus aujourd'hui, parce que je suis en train d'essayer au moins d'agir pour à ma petite échelle, avec le projet qui n'est plus un projet d'ailleurs, Eco-Voyage, de permettre de régler un problème qui est de tout simplement donner l'accès au voyage et des expériences dépaysantes aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens économiques ou des consciences environnementales qui les empêchent d'aller loin. Et pour l'instant, on y arrive, donc j'espère vraiment que ça va continuer. Il faut tout faire pour.
Oui, en effet, d'ailleurs, ça me parle, hein. J'ai beaucoup d'amis autour de moi, je sais pas si c'est lié à un milieu en particulier, mais en tout cas, qui me disent aujourd'hui, je prends plus l'avion, mais pour autant, je suis hyper intéressée, donc ça me parle, en tout cas, personnellement. Juste là, quand tu parlais effectivement de faire attention à son hygiène de vie, à peut-être moins s'autoriser certains débordements, à mettre de côté, etc. Tout le temps se renseigner, s'informer, moins perdre du temps sur les réseaux sociaux avec les contenus inutiles, etc. Le pendant de ça, j'ai envie de te dire, c'est est-ce que tu mets un garde-fou en place pour éviter de trop cramer ton énergie et tu vois de faire une espèce de burn-out, ce qui peut arriver pour les entrepreneurs, ou est-ce que pour l'instant tu te sens parfaitement dans ton flow, t'as pas de crainte de ce côté-là? Bon, on va dire que moi je suis toujours prudent par rapport à ça, parce que j'ai déjà eu des alertes et des problèmes de ce genre il y a quelques années, liés notamment avec le travail. Donc aujourd'hui en fait, moi c'est comme si j'avais je dis souvent ça, il y a des personnes qui me disent des fois, mais t'es sûr que tu vas pas te cramer et tout. C'est comme si j'avais sur les voitures, il y a les espèces de jauges en fait. Et en fonction, des fois, on va être sur le moteur, il va surchauffer, donc on va pouvoir le sentir, ça fait un peu plus de bruit. Et en fait, quand on est passé par là, on a cette espèce de jauge en interne qui nous permet de dire quand des fois, on est obligé, en tant qu'entrepreneur, des fois de pousser un peu plus les limites. Mmh. Et je me dis, je le fais sur une période courte. Et j'ai mes détecteurs en interne qui permettent de dire, là, voilà, il te reste un petit peu de vie, il te reste 100 km à faire, 200 km à faire. Donc voilà, on se connaît mieux, mais après ça vient avec le temps. Donc j'ai envie de dire, au final, j'ai eu cette chance, même si c'est pas forcément une chance, mais cette opportunité d'avoir ce problème-là avant pour savoir comment le gérer par la suite. C'est vrai que pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, j'en vois beaucoup, avant que je tombe dans l'entrepreneuriat, même dans mon ancien travail, qui frôlaient avec cette zone ou qui sont partis en burn-out parce que je travaille en start-up notamment et ça va très vite en start-up, surtout dans les fonctions commerciales. On me demande beaucoup et tout simplement moi j'ai appris à dire non en fait à plein de reprises et même à me dire non maintenant à moi. Oui, voilà, parce que maintenant c'est à toi qu'il faut dire non à toi-même. C'est à moi que je dis non, tout simplement. Faut se fixer certaines limites et c'est pour ça que c'est très important à côté. Moi aujourd'hui je passe plus, là je suis blessé en ce moment, mais je passe plus une semaine sans aller faire de sport, 3-4 séances de sport par semaine. Même en plein lancement, on lançait la campagne de crowdfunding, j'allais courir 3 fois par semaine. Je m'accordais toujours ce temps, c'est obligatoire. Sauf la dernière semaine où il y a beaucoup d'urgences à traiter. Mais peu importe, même si ça ne sera pas parfait ce que je vais rendre à la fin, et si je suis pas à bord, il n'y aura plus personne qui va pouvoir prendre la suite. Donc il faut prendre du plaisir. Parce que il y a 3 ans, je travaillais aussi sur un projet de création d'agence de voyage. Par moment, je prenais pas de plaisir parce que je travaillais beaucoup trop. Et aujourd'hui, j'alterne les plaisirs avec le travail pour vraiment que ce soit un chemin qui soit du plaisir, que le travail devienne le plaisir, mais pas que la passion se transforme en enfer, quoi. En acharnement, finalement, le plaisir pourrait se transformer en enfer. Et tu parlais du sport, tu as d'autres soupapes comme ça ou zones de recharge qui t'aident que le sport? Moi, je fais pas mal de méditation. Je fais très régulièrement de la méditation. Et également, j'ai une magnétiseuse que je vois plusieurs fois par an et qui est une vraie, qui est extraordinaire, donc qui est capable en fait de me recharger mes énergies comme un chargeur électrique, qui est vraiment talentueuse. Elle est sur Lyon et ça c'est quelque chose qui me permet en fait de pouvoir continuer avec l'énergie quasiment à bloc toute l'année. Je la vois 2 fois dans l'année et elle a un talent vraiment particulier. Donc ça m'a beaucoup aidé également les 2 dernières années à tenir. Mais sinon, principalement ça, et la lecture, et trouver des moments paisibles également où on va passer un dimanche entier à lire, à se poser sans regarder la télé, à reposer le cerveau. Ok, donc aussi voilà. Reposer le cerveau, ça fait 2 fois que tu le dis, un peu de la surinformation avec la télé, les médias, etc. Plutôt d'être dans quelque chose de paisible, la lecture, ou pas en tout cas s'encombrer de bruit. Hein, c'est ça un peu l'idée ? C'est ça. Moi, le calme me repose et me recharge en énergie énormément. Parce qu'on est vrai qu'on est dans un monde qui est un peu surexploité, avec beaucoup de publicité, beaucoup de bruit. Donc des fois, il faut faire des moments de pause pour retrouver des idées et continuer d'avancer.
Et dans ce domaine merci beaucoup pour tous ces partages, parce que chacun ses zones de recherche différentes et c'est à chacun de les trouver. Il n'y a pas d'injonction, mais c'est vrai que c'est intéressant d'entendre ce message quand même, que c'est en s'accordant ces moments. Parfois on dit tu t'écoutes trop. Parfois justement le fait de s'écouter un peu, voire assez, ça permet de mener plus loin le chemin de l'entrepreneuriat. Donc merci. Je pensais le tourisme. Il me semble que dans une interview, tu disais que par le passé, tu avais déjà considéré ce secteur, mais tu n'avais jamais travaillé dans ce secteur avant, du voyage, du tourisme, de la culture, etc. Donc, est-ce que tu as eu une barrière, on va dire, à l'entrée en termes de réseau? Comment tu as fait pour intégrer un peu ce milieu, rencontrer les bons acteurs Alors, en fait, oui, c'est vrai que cette réflexion est arrivée il y a quelques années. Mais tout simplement, j'ai décidé de pas aller travailler dans le tourisme exprès parce que, j'avais postulé, j'avais fait 1 ou 2 interviews à l'époque. C'était à mon retour de tour du monde, je crois. Mais tout simplement, les niveaux de salaire étaient extrêmement bas. Et moi, j'estimais avoir une valeur ajoutée avec tous les pays que j'avais visités, mon expertise de gestion de projet. J'estimais pouvoir postuler en fait à des postes un peu plus de chef de projet dans le tourisme, de création de PAC même. Mais pour ça, il fallait repasser par la case études, ou alors passer par la case à l'échelle la plus basse, qui était le SMIC, donc qui pour moi était hors de question à 30 ans de repasser par le SMIC ou repasser par une année d'études, sachant que les salaires de toute façon n'étaient pas même très hauts en tant que chef de projet conception de PAC. Alors pour moi c'était une seule option, c'est moi qui suis à la tête, je monte ma propre agence, quoi. Après, en effet, quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas les connaissances, ça peut être un peu complexe. Donc, soit on passe par une formation annexe de création d'entreprise. Il y a plein d'autres personnes qui étaient commerciaux, qui avaient d'autres postes avant, qui sont passés pas wedding planner, mais travel planner, ou qui sont à leur tête de l'agence de voyage. Faut plutôt savoir créer une agence, et puis après le réseau, ça se fait un peu sur le chemin. Bon, moi, j'ai pris l'option de faire du blogging d'abord. Ouais. Et pendant 1 an et demi, justement, de connecter un peu avec les acteurs du tourisme, rentrer un petit peu progressivement dans ce secteur-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître certains acteurs, certaines agences de voyage, certains tour opérateurs, des blogueurs du tourisme durable. On échange sur les réseaux sociaux, puis après on fait des podcasts, on va se rencontrer à un moment donné sur des salons. Ça prend du temps, mais moi c'était plutôt ce virage-là que j'ai décidé de prendre, parce qu'à l'époque, il y a 3 ans, quand je voulais lancer mon agence de voyage au début, il n'y avait aucun réseau, et c'est vrai que sans réseau, avec très peu d'argent, puisque je sortais du tour du monde, et moins de compétences spécifiques pour entreprendre, c'est un peu compliqué. Et entre-temps, c'est justement ces 3 piliers-là que j'ai développés pour pouvoir être beaucoup plus confortable dans le développement de sa société dans le tourisme. D'accord, donc la création de contenu, la participation à des événements et les dynamiques de réseau, de discussion et d'échange. Donc quelque chose de très proactif, en tout cas de ton côté, pour te construire ce réseau de façon autonome. Oui, il faut être proactif. Soit on va aller on va taper un peu aux portes, mais le meilleur moyen, c'est vrai qu'en créant du contenu, on va se faire repérer également. Moi, j'avais créé un gros e-book sur ce qui s'appelait les 100 aventures dépaysantes, les 100 aventures internationales à faire en France. Donc voilà, j'ai fait certains éléments avec le blog, l'ouverture des réseaux sociaux pour se faire un petit peu repérer, voir ce qu'on propose, et parler un peu de son expérience et de ce qui a été fait dans le passé. Ça permet d'avoir un peu plus de crédibilité également, surtout quand on n'a pas fait des études dans le tourisme. Et ça a l'air hyper intéressant. On peut encore le trouver, ce e-book, ou... Oui, il y a l'édition 2023 d'ailleurs que je viens de sortir pendant la campagne de crowdfunding, et il va être complètement gratuit en plus, parce que la version 2022 était payante. Bon, ça impliquait aussi des réductions sur les activités en 2022, mais en 2023 tout est totalement gratuit, et là il va être bientôt sur le site internet. Super, on va aller voir ça. Dans quelques semaines, il va être téléchargeable. Top, merci beaucoup. Et donc le e-book, tu dis 100 et quelques aventures internationales en France, tu peux nous redire le titre ? 100 aventures internationales à faire en France. Donc c'est 100 idées d'aventures qu'on peut, autant culturelles que outdoor, à faire en France. Donc c'est vraiment des activités qui ressembleraient à des expériences de voyage qu'on peut vivre à l'autre bout du monde.
Et puis en plus, il y a une 40aine de pages d'explications avec toute la méthode pour pouvoir voyager bas carbone en France de la manière la moins chère possible. Ah oui, donc vraiment très intéressant. On a hâte de lire ça. On remettra le lien peut-être quand il sera sorti avec l'épisode. Ce sera intéressant de pouvoir le retrouver facilement. Tu parlais juste avant, là, à l'instant, tu parlais de compétences justement de monter une entreprise. Est-ce que toi, quand tu as créé ta structure, tu avais toutes les compétences qu'il te fallait ou est-ce que tu as dû en développer d'autres? Parce que j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses encore à ce stade. Puisque tu disais que tu cherches un associé ou une associée, mais que c'est pas encore le cas, donc... Ouais, c'est exactement ça. Il y a 3 ans, suite au parcours chance notamment, du coup, ça m'a permis de conforter l'idée que ma valeur ajoutée en tant qu'employé, on va dire, c'est le business développement, c'est la fonction commerciale, c'est là où je suis dans l'action. Mais j'aime le côté créatif aussi. C'est pour ça que j'avais cette hésitation entre le monde du marketing, de la communication et le côté commercial. Mais le côté commercial prend le pas, côté action, pas forcément commercial, mais là je suis dans l'action, je vais à la rencontre des gens, je mène des projets, je développe des choses. Et après ça, donc j'ai entamé une formation intensive dans le business développement dans le digital pour travailler en start-up, justement. Donc c'était la première brique. Ensuite, pendant la pandémie, je me suis formé, j'ai fait un peu de coaching avec des community managers pour apprendre comprendre le monde des réseaux sociaux. Ça, c'était la deuxième brique. Et la troisième brique, c'était une formation plus entrepreneuriale et j'ai fait le programme Lyon Startup qui était de septembre à décembre, en fait, qui donne les clés vraiment pour monter son entreprise innovante. Donc c'est un programme qui accompagne 100 projets innovants sur la région Rhône-Alpes, les 100 projets les plus innovants, et puis il y a même des concours où les 3 premiers gagnent des lots. Donc c'est des concours de pitch sur les 100 premiers, donc il y a des éliminations au fur et à mesure. Et c'était vraiment un programme hyper intéressant et très riche qui m'a donné vraiment beaucoup d'éléments pour arriver donc à mieux comprendre les aspects juridiques, les aspects administratifs, mais également, mais si on peut être bon en fonction commerciale, il faut savoir comment faire un bon business plan, la vision, la roadmap, tous ces éléments-là en fait qui permettent de compléter le truc. Et également en parallèle, je suis accompagné par une pépinière qui s'appelle Anciella, et aujourd'hui je suis en recherche d'un incubateur pour continuer à m'accompagner dans la phase de lancement, dans la phase de commercialisation. Donc on n'est jamais vraiment seul quoi qu'il arrive. On est toujours un peu accompagné par des structures. Mais déjà, il y a eu plusieurs formations pour y arriver. Ouais, plusieurs formations, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de briques, et c'est intéressant, c'est important de rappeler qu'il y a tout aussi cette partie juridique, administrative, qui s'invente pas. Et aussi, merci de rappeler qu'il y a des organismes territoriaux qui peuvent aider. C'est vrai que c'est intéressant de se renseigner. Et pour ce qui est plus de l'incubateur ou de la pépinière dont tu parlais à l'instant, ce serait quoi tes conseils pour rejoindre ce type de structure accompagnante? Parce que il faut quand même avoir un dossier qui est attractif pour être sélectionné. Alors oui, il y a en plus surtout qu'il y a des incubateurs qui sont gratuits, qui sont financés en effet par la région. Et puis il y a des incubateurs qui vont être payants. Alors moi j'étais très pris en fin d'année dernière, donc justement j'ai pas pu postuler à aux principaux qui étaient gratuits, donc j'ai raté. J'en ai eu que un où j'ai pu postuler. Je l'ai raté de près, c'était que j'étais un peu trop avancé dans la démarche par rapport à eux. Où c'est un programme de 9 mois, où c'est à la fin des 9 mois qu'on lance l'entreprise, alors que moi elle va se lancer dans les prochaines semaines. Mais sinon, il faut être très attentif. En fait, faut se renseigner vraiment auprès des pôles de région. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est tout simplement la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a la French Tech qui va nous donner vraiment... moi, j'ai fait un rendez-vous avec un conseiller de la French Tech suite à mon programme Lyon Startup, parce que c'est cofinancé par la French Tech, et qui donne un listing de tous les organismes vraiment qui peuvent accompagner, gratuits et payants, en tant qu'incubateur, et puis après accélérateur. Donc la French Tech, prendre un rendez-vous, je pense que c'est peut-être le meilleur moyen avec un conseiller et qui va clairement pouvoir diriger vers les bonnes structures. Après, pour constituer le dossier, tout simplement, moi j'ai eu la chance, j'ai toujours été accompagné par la pépinière ou par Lyon Startup, ou j'ai même une amie qui était consultante en marketing qui m'a aidé pendant la construction de l'entreprise cette année. C'est bien d'avoir quelqu'un pour relire les dossiers, c'est bien d'avoir quelqu'un pour challenger les idées, mais il faut avoir des proches, quoi.
faut aller demander dans ses amis. Si on a un associé, c'est parfait. Si on n'en a pas, faut essayer d'avoir des amis, un copain, une copine, des parents qui vont challenger un petit peu quand on va compléter le dossier. Après, c'est souvent les mêmes dossiers, les mêmes questions qui ressortent dans les dossiers. De toute façon, quand on en complète un, on a fait le plus gros chemin. Mais c'est vrai que c'est bien une demi-journée à compléter le dossier, voire une journée, le premier dossier, quoi. Ok, donc prendre le temps de bien compléter ce dossier, pas hésiter à demander des retours. La French Tech, merci pour ce conseil également. D'ailleurs, on a une interview de Clara Chapaz, la directrice de la French Tech, dans ce podcast. Et se renseigner sur les dates et tout ce qui est structure payante ou gratuite. Ok, merci beaucoup. Pour terminer, j'aimerais bien te demander ce qu'on peut te souhaiter pour 2023. Pour 2023, que l'année soit aussi bonne, voire meilleure que 2022. Parce que même si elle n'est pas forcément bonne, mais qu'elle soit remplie d'émotions, remplie de belles rencontres, remplie d'émotions vraiment, et plus d'expériences possibles pour Eco-Voyage. Parce que quand les personnes viennent à une expérience, généralement ils sont heureux après. Donc développer la joie pour tout le monde, et puis non, que la santé soit là également, surtout pour tenir sur la longueur. Félicitations en tout cas pour le crowdfunding réussi de 2022. Et on te souhaite donc beaucoup de joie et de témoignages, d'émotions suite à toutes ces expériences que vous proposez. Je dis vous, mais en fait, tu es tout seul chez Eco-Voyage aujourd'hui ou vous êtes plusieurs ? Alors oui, je suis tout seul sur la partie, on va dire, salarié. Après, j'ai un web développeur qui m'aide, j'ai un graphiste un web développeur qui fait la plateforme, un graphiste qui fait les maquettes, qui fait la charte graphique, le logo. Et puis après, les prestataires de services qui sont les éco-guides. Donc pour moi on est une équipe, quoi. C'est pour ça que je parle souvent en termes de nous, parce que oui, je suis pas tout seul, je suis pas un freelance. En fait, c'est vraiment un projet d'équipe, un projet à plusieurs, quoi. Dans ce cas-là, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour 2023, et merci encore pour ton témoignage à ce podcast, Ludovic. Merci Philippine. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.